Bonjour tout le monde et bienvenue sur le bar à prompt. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Sanchez, notamment taulier de la chaîne Dr Deep Réflexion, une chaîne d'un formidable niveau technique qui vulgarise des tas de notions sur l'intelligence artificielle. Il a aussi fait plein d'autres trucs, mais il va se présenter lui-même. Salut Guillaume, ça va? Bonjour Gauthier, ça va très bien, merci. Écoute, du coup, pour me présenter rapidement, j'ai fait un doctorat en deep learning spécialisé en vision par ordinateur et reconnaissance faciale notamment. J'ai un petit peu aussi touché à des systèmes de génération d'images. À l'époque, on jouait pas mal avec des GAN. Et puis après ça, il y a eu ChatGPT qui est sorti sur la fin. Et là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au LLM. Et du coup, maintenant, je suis dans une boîte qui fait du LLM, qui s'appelle Lighton, et on fait du LLM pour entreprise, souverain, à déployer chez soi, etc., etc., avec de l'exploitation de connaissances via du RAG, un peu toutes les choses à la main, quoi. Voilà. Formidable, formidable. Alors on va en parler. Et ben justement, alors pour des gens qui ne sont pas encore hyper au fait de comment fonctionne un RAG, est-ce que tu nous vulgariserais ce concept? Parce que évidemment, pour tous les gens qui veulent vraiment faire de l'IA corporate avec beaucoup de documents, c'est la technologie prisée ces temps-ci. Alors, comment fonctionne un RAG? La technique a beaucoup évolué depuis mine de rien si peu de temps, mais l'idée principale du RAG, c'est de donner à ton LLM en contexte la partie des documents ou ta base de connaissances qui est pertinente pour répondre à une question que tu lui poses. Et donc, on a évolué en technique de plus en plus en suivant cette idée, où d'abord, effectivement, quand on posait la question, on cherchait naïvement un contrôle F dans la base, on trouvait un extrait qui correspondait bien, on le mettait dans le contexte du LLM et on disait, voilà, à partir de cet extrait, réponds à cette question et tout se passe bien. Euh, Toute cette partie ensuite de recherche, elle s'est devenue de plus en plus sophistiquée. On a arrêté de faire de la recherche par mots-clés, on a commencé à faire ce qu'on appelle de la recherche par embeddings, donc de la recherche sémantique, où c'est plus du contrôle F, mais c'est une recherche de sens par sens via des réseaux de neurones qui comprennent les bouts de texte, qui comprennent ce qu'ils lisent et qui disent ah bah ça, c'est à peu près le même sens, etc. Ou même on a pu aller un petit peu plus loin en train de nous dire que bah, du coup cet extrait-là correspondrait bien à cette question-là, même s'ils ne partagent pas les mêmes mots, donc une correspondance question-extrait. Et puis maintenant, ce qui est à la mode, parce que c'est quand même assez pertinent, c'est de plus du tout avoir tout ce processus qui est géré par le logiciel directement, mais d'avoir le modèle qui va lui-même chercher par rapport aux mots-clés ce qu'il veut dans sa base de connaissances, se rendre compte que l'extrait finalement il est passif, donc en chercher un autre avec des mots un peu différents, etc. etc. Et c'est ce qu'on appelle du RAG agentique et ce genre de choses. Ok. Et alors, est-ce que tu peux nous vulgariser un peu alors certains termes qui commencent à arriver maintenant aux oreilles des chefs de projet business qui veulent du coup discuter avec un prestataire du style un orchestrateur, le chunking, ce genre de choses. Voilà, parce que des fois ils se disent je dois faire des choix, le technicien me demande ce que je dois choisir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en termes de mots-clés qui sont importants et que tu peux choisir, le chunking, ça correspond en gros, et alors ça c'est un petit peu une épine dans notre pied, on n'aime pas ça, ça correspond à la nécessité, et c'est une nécessité, c'est pas quelque chose qu'on aime, c'est pas quelque chose qu'on veut, qui est de devoir couper les documents en petits bouts. Pourquoi couper en petits bouts? Parce que justement, c'est ce petit bout pertinent qu'on va redonner à notre LLM pour répondre. Si on avait un contexte infini et du compute infini, on donnerait toute la base de connaissances à chaque fois au LLM et ça coûterait, enfin, du coup, ça coûterait pas très cher parce qu'on aurait du compute infini, mais c'est ce qu'on ferait, sauf qu'on peut pas parce qu'on n'a pas de compute infini, on n'a pas de mémoire infinie, on n'a pas tout ça, donc il faut couper en petits bouts pour être un petit peu économe en taille de contexte, pour être économe en token, etc. Donc le chunking, eh bien, c'est un point de balance qu'on va trouver entre est-ce qu'on veut des extraits qui sont petits et du coup qui vont pas coûter cher, mais qui vont contenir moins d'informations, ou est-ce qu'on veut des extraits plus gros qui vont contenir plus de contexte, plus d'informations, mais qui vont plus vite remplir la fenêtre de contexte, etc. Donc voilà, c'est le chunking, et bah, il y a une balance à trouver par test, etc. C'est quelque chose qu'on n'aime pas trop. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Par exemple, ce qu'on appelle l'orchestrateur, voilà. Est-ce que ça change d'un RAG à un autre? Quels sont les choix qui peuvent poser problème, les erreurs qui peuvent faire que ton RAG va coûter horriblement cher ensuite à l'entreprise, alors que de base, on aurait pu diviser le coût par trois. Ouais, ça, c'est un cas important. Est-ce que ça, tu peux nous en parler? Alors tout ce qui va être orchestration, ça va être toute la pile logicielle qui va gérer justement comment est-ce que, à partir de la question, on va faire toutes les recherches dans la base de données et ensuite réinjecter le résultat. Dans ce que j'ai expliqué un petit peu juste avant,
À l'époque, l'orchestrateur prenait vraiment, s'occupait vraiment de tout le pipeline. Il lisait la question, il s'occupait d'encoder la question en termes de recherche, il allait chercher le chunk qui correspondait à ce qu'on pensait être, correspondant à cette question et le réinjecter et appeler ensuite le LLM pour répondre à cette question. Maintenant, effectivement, on a renversé un peu tout ça, et comme les LLM sont intelligents maintenant, ils sont capables d'avoir ces capacités un peu, ce qu'on appelle agentique, eh bien, on a renversé ça, et maintenant, c'est le LLM qui devient plutôt son propre, on va dire, orchestrateur, qui va décider, j'ai envie de chercher ça, va chercher ça, etc. Et donc, en fait, du coup, il va y avoir une pile logicielle dessous, mais qui va juste servir à répondre à ces requêtes-là, qui va s'occuper, effectivement, c'est d'aller chercher dans les documents, etc., et ce genre de choses. Ça peut être relativement complexe quand même, quand il y a plusieurs formats de fichiers, quand il y a des permissions sur les fichiers, quand il y a tout ça. Quand il y a du contexte à mettre autour des documents aussi, parce qu'avoir un document, c'est bien, mais ce qui est intéressant souvent, c'est les métadonnées. Quand est-ce que le document a été écrit, quels sont les autres documents qui gravitent autour, etc., 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 qui vont aussi enrichir les métadonnées de ces documents-là, etc. Donc voilà, il y a plein de façons de faire, il y a plein de choses différentes. Donc officiellement, si je vulgarise, un RAG, c'est un LLM qui a été mis sous stéroïde et qui a été en gros entraîné à prendre les bonnes données et à lire ces données correctement. Donc c'est-à-dire que le défi que vous avez en gros à chaque fois pour chaque entreprise, c'est de calibrer en gros la manière dont le RAG va lire les métadonnées, la date, les documents qui sont associés, le répertoire, les collaborateurs impliqués, tout ce genre de métadonnées qu'on peut imaginer. Et en gros, à chaque fois, votre défi technique, c'est choisir quelles métadonnées sont pertinentes et quel poids vous accordez, quelle quantité de ressources vous accordez et quel temps le RAG va passer pour retrouver une réponse. C'est ça l'idée. Le challenge le plus dur, ça va surtout être dans l'extraction et être sûr qu'on arrive à faire l'extraction des documents. C'est pas parce qu'on a un document qu'on arrive à extraire ces informations. C'est le cas, par exemple, le cas le plus évident, c'est quand on a des PDF qui sont scannés. Le texte, il n'est pas extractable avec un PDF to text, et donc là, il faut des systèmes d'OCR. Ou ça va être, on en parlait juste avant l'entretien, c'était dans le cas de spreadsheets, Des tableaux Excel, oui. de tableau Excel. On peut avoir effectivement des documents qui sont, l'information est là, mais est-ce qu'on va réussir à la trouver, à la comprendre, à l'extraire, etc. Donc là, il faut des choses plus intéressantes. Le pire du pire étant tout ce qui est infographie, schéma technique, tout ce genre de choses, voilà. Donc effectivement, ce qui utilise une bonne partie de nos ressources en R&D et de notre travail, c'est d'être capable justement d'aller extraire toujours plus d'informations, de la comprendre toujours mieux, et c'est pour ça qu'on a sorti, il n'y a pas si longtemps, Lighton OCR, qui est un système d'OCR, qui est, le state of the art pour sa taille, hem et qui du coup, voilà, vérifie dans ce challenge d'extraire toujours mieux, toujours plus d'informations, la contextualiser plus, etc. Parce que dans une infographie, si tu extrais les mots, mais que tu perds tous les dessins qu'il y a autour, que tu perds le positionnement des mots, que tu perds tout ça, tu as tout perdu en fait. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça les challenges. Et après, effectivement, sur tout ce qui est recherche, métadonnées, etc., etc., on va pas faire de pondération, on va pas les trouver de nous-mêmes, on va laisser en fait tous les systèmes et le LLM faire ça lui-même. Et après, peut-être qu'on peut laisser même l'utilisateur dire: «Bah, en fait, tu t'es basé un peu trop sur la date, à l'avenir, fais ça moins», et voir le LLM qui apprend comment mener ses recherches pour être plus pertinente à l'usage sur, sur la base de données de l'entreprise ou de la personne, et puisqu'on va laisser l'utilisateur personnaliser, la logique de recherche qui est employée par l'agent LLM. Alors ça soulève plein de questions. Donc évidemment, tous ces choix-là, ça joue sur la latence, le temps que prend chaque requête, et puis ça joue sur le budget du RAG, de combien ça coûte par mois. Est-ce que pour le traitement visuel, du coup, ça devient intéressant pour une IA d'être programmée d'une certaine manière, entraînée d'une certaine manière, comment elles font pour lire les infographies, puisque du coup, euh, une infographie, c'est pas vraiment quelque chose qui se contente d'avoir des factoïdes. Un tableau Excel, on pourrait dire, tiens, il a corrélé certaines lignes, et il a compris intuitivement certains éléments, mais un graphique, un camembert, certains éléments qui ont une suite logique, comment est-ce que l'IA arrive à gérer ça? Comment vous résolvez ce défi-là? Il faut utiliser des VLM. Les VLM, c'est ce mélange qu'on a eu plus trop si récemment que ça commence un petit peu, voilà, à dater aussi, à la vitesse où les choses vont, où on mélange un LLM avec des modèles de vision.
Et donc, on prend un modèle de vision qui est déjà entraîné, un LLM qui est déjà entraîné, et en fait, avec légèrement d'entraînement, enfin de plus en plus évidemment, mais même un petit peu, ça suffit, on réussit à avoir un modèle de langage qui comprend ce qu'il voit dans des images. Donc c'est assez intéressant. On fait toujours plus de travail là-dessus, il y a toujours plus de données qui sont effectivement investies pour que cette compréhension visuelle soit de plus en plus fine, et cetera et cetera. Et ça, bah, effectivement, c'est absolument nécessaire parce que sinon, tu as beau retrouver une image, tu as beau retrouver ton tableur Excel sous forme de capture d'écran, comme a l'air enfin, ChatGPT quand tu vas sur un site qui contient un tableau, tu le vois, il te dit: «Je suis en train de faire une capture d'écran du tableau». Et et bien ça, si le modèle comprend pas, enfin, peut pas comprendre l'image, ça sert à rien d'aller retrouver une image. Donc c'est un petit peu, c'est comme ça que ça se passe. Ok, et alors toi, dans ta spécialité, là, est-ce que tu vois des différences entre euh, de l'image qui a été prise dans un PDF avec l'IA qui se débrouille pour prendre des captures d'écran et les digérer, ou un nettoyage réel des données, c'est-à-dire que la personne a pris les textes et a mis les images séparément pour obtenir un meilleur résultat. Est-ce que ça change quelque chose encore à l'heure actuelle? Bah, ça dépend, ça dépend. Les cas sont assez surprenants parfois. Parce qu'effectivement, quand on a du texte sous forme d'image, ça fait une assez grosse densité sémantique et quand on veut avoir un modèle qui, comprend ça, qui lit ça, donc là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait 2 modèles visuels, qu'on soit bien d'accord. Il faut qu'il y ait le modèle qui aille faire la recherche dans les documents, qui soit capable de voir les images et de les lire, et ensuite, une fois qu'on a retrouvé cette image qui va bien, il faut qu'on la réenvoie à notre LLM qui, lui, est aussi capable de comprendre des images. Donc il faut qu'il y ait les 2 composants qui comprennent les images, c'est assez important comme précision. Et du coup, la densité qu'il peut y avoir sémantique dans une image, elle peut être vraiment compliquée à gérer pour ces 2 modèles-là. Et donc c'est pas toujours très, très clair ce que les modèles préfèrent. S'il y a une grosse page de texte, c'est clair qu'on va préférer l'encoder en texte plutôt qu'en image, capture d'écran de texte, puisque, la densité sémantique du texte, c'est très simple, c'est, la sémantique d'un token par token, c'est aussi simple que ça. Quand on est sur une image, bah, si la page elle est plus ou moins grande, si le texte est plus ou moins petit, selon la police, selon tout ça, c'est des choses qui peuvent affecter ensuite les capacités de lecture et de retrieval de cet extrait. Donc, quand on peut éviter, on évite l'image. Alors c'est passionnant parce que je vois plein de promesses d'entreprise. Une fois, 8 fois ne sont pas coutumes, mais enfin ça commence à l'être. Je vais taper sur Microsoft, mais dans leur suite Copilot 365, ils adorent faire des surpromesses en disant oui, oui, Copilot, en fait, limite, il se comporte comme le vieil employé qui dit alors j'ai vu un document dans la bibliothèque, allez, numéro 13B, étagère 14, il y a une photo exactement ça dans la page 26 du bouquin. Et. Et en gros, bon, enfin, la promesse de Microsoft, c'est qu'il est capable de te retrouver dans toutes tes infographies sur SharePoint exactement l'information. Et moi, l'information que j'ai à chaque fois, c'est que ça marche pas. Et même quand je demande à des mecs qui sont certifiés MVP de chez Microsoft avec le petit trophée en plastique, là, à chaque fois, ils me disent tous qu'ils n'ont jamais réussi à le faire marcher. Mais est-ce qu'on peut imaginer une situation où ça marcherait vraiment? C'est-à-dire où on aurait un défi technique qui est de dire bah tiens, on a énormément de documents différents et notamment des images, peut-être tu vois des images style des radios, des visages, des choses comme ça, avec de l'IA qui est capable d'aller chercher ces infos sans halluciner et avec un coût de computation qui est globalement acceptable pour une boîte. Bien sûr, alors je sais pas ce que font Microsoft évidemment, puisque j'ai pas accès à leur code, je sais pas ce qu'ils font, mais les premières choses qui permettent de dramatiquement augmenter les résultats du RAG, c'est de passer de ce qu'on appelle des embedding dense de ce qu'on appelle de la late interaction. Et s'il faut expliquer, le concept, c'est quand on a un chunk, on va le passer dans un réseau de neurones pour comprendre ce que ce chunk contient, et on va avoir un vecteur à la fin qui représente le sens de cette chose-là. Et tout de suite, effectivement, on commence à sentir l'embrouille. C'est que je suis en train de faire une compression assez dramatique de ce que contient cette chose-là pour le représenter en peu de nombres. Et au plus passage est grand, au plus la compression va être grande parce que ce vecteur va être de taille fixe. Donc on a un problème.
Quand c'est du visuel, bon, on va avoir le même, là, le problème est encore plus apparent. Si je prends une image, bah, des fois, j'ai des images, des infographies qui sont grosses, des infographies qui sont petites, et cetera, et j'ai des images qui sont très, très denses en information, d'autres petites, et donc aller compresser ça dans un petit vecteur dense, eh bien, on compresse trop, et qui dit compresser, en fait, ça veut dire jeter de l'information, parce qu'on suppose que ça, ce sera pas intéressant, et ça, ce sera intéressant. Voilà. Un exemple très simple, si je te demande de compresser, le texte qui est le 14 juillet 1789 a eu lieu la prise de la Bastille, etc. Eh bien, tu peux, si ton LLM est naïf, enfin si ton embeddeur est naïf, il va dire ouais, la date, c'est pas super important. L'important c'est l'événement. L'important c'est l'événement parce que on va pas me demander qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet, c'est trop précis, c'est trop, tu vois. Et décider de stocker dans ce vecteur plutôt prise de la Bastille, etc., etc. Ça important, mais 14 juillet pas trop important. Et donc toi tu arrives, tu fais qu'est-ce qui s'est passé le 14 juillet, bah, cette information elle est juste pas présente dans ton vecteur parce qu'elle était compressée et dégagée. Voilà. Donc ça c'est le problème qui est posé par les vecteurs denses, l'embedding dense. Et nous, tu vois, alors c'est ouvert tout ce que je dis. On sort des modèles publiquement, on a toutes les choses. Petite dédicace du coup à Antoine Chaffin, qui est vraiment notre docteur qui s'occupe de ça. Tout ce qu'on appelle donc late interaction. Late interaction, c'est, on va pas du tout s'y prendre comme ça. S'il y a un texte, eh bien on va le passer dans un neural net, mais qui va nous donner, du coup, sans rien compresser, un vecteur par token. Donc là, du Donc coup, il n'y a pas de perte de sens. il n'y a pas de perte de sens. On ne va pas présupposer, il n'y a pas de compression, il y a une représentation, plus haut niveau, une représentation sémantique, qui est trouvée par le réseau de neurones, qui a transformé chaque token textuel en sens de ce token dans ce texte. Mais il n'y a pas le modèle qui présuppose que bon, bah, ça, c'est pas une information pertinente, donc on peut la dégager pour compresser. Et dans le cas des images, ben, on va faire exactement la même chose. Et les images, dans les Vision Transformers, elles sont découpées en petits bouts, ce qu'on appelle des patchs. Et en fait, on va avoir du coup un embedding par patch. Alors un patch, c'est des petits bouts de taille fixe, de pixel par pixel. Donc une grande image, elle a beaucoup de patchs, une petite image, elle a peu de patchs. Et on va du coup on compresse plus, juste on interprète cette donnée. Et quand on va chercher, en fait, quand on va vouloir faire une recherche là-dedans, eh bien, c'est de la même façon tous les vecteurs de la question, des tokens de la question, qui vont interagir avec tous les vecteurs de chacun des documents. Et on a tout ce qui est donc qui a été rendu célèbre par Colbert, etc., ce qu'on appelle la maximum similarity, qui va être capable d'aller trouver non seulement le document pertinent, mais les tokens pertinents dans ce document. Et c'est parce que certains tokens de la question vont beaucoup interagir avec certains tokens du document qu'on va être capable de dire, OK, en fait, là, dans ce document, il y a beaucoup de tokens qui interagissent avec la question, ça doit être un bon document, un document bien pertinent. Et ça, on fait remonter. Alors, c'est un peu plus cher, et du coup, Dr Chaffin a fait pas mal de recherches là-dessus aussi, sur est-ce qu'il y a quand même des tokens qu'on peut enlever, genre par exemple les tokens sur les articles et les pronoms, ils sont peut-être pas si importants que ça. Sur la ponctuation, on peut peut-être les dégager aussi, etc. Et donc on peut faire ce qu'il appelle du pooling et réussir à quand même réussir à réduire cet espace sans être aussi agressif, toujours en étant dynamique, de taille dynamique, mais en étant beaucoup moins agressif qu'en faisant de l'embedding dense. Ah, c'est absolument passionnant. Et alors toi, du coup, en tant que spécialiste sur l'aspect traitement du signal visuel, euh, les IA de vision finalement, quels sont les défis là à l'heure actuelle que dans cet aspect spécifique de la recherche scientifique et puis de l'ingénierie vous affrontez? Quels sont les défis actuels? Les défis actuels, c'est d'avoir des modèles de vision qui ne se contentent pas de voir, mais de comprendre. Et notamment pour la recherche. Parce que si tu prends un tableau, ou plutôt un graphe, ben, tu peux demander effectivement comment ont interagi je sais pas, comment ont interagi allez, quelles ont été les ventes, voilà, allez, quelles ont été les ventes de telle entreprise à telle année. Et donc effectivement, on peut supposer que tu as une courbe avec le temps et puis les ventes, etc., etc. Et donc là, l'information elle est assez facile, tu légendes sur les axes, tu trouves, tu es content. Maintenant, tu peux avoir une question qui est un peu plus hardcore et qui est en quelle année, en fait, est-ce que notre entreprise a eu son plus gros déficit? Et donc là, si tu as plusieurs graphes de ton entreprise, tu vois, plusieurs pages, tu as des détails, tu en as un par an ou je ne sais pas quoi, etc. Mais en fait, il va falloir que ton modèle de retrieval, ton modèle qui voit, sache
comprendre ce que c'est un déficit, sache comprendre ce que représente du coup cette courbe qui tombe, etc., etc. Et donc, il y a toujours plus de ça. Les autres choses, effectivement, c'est être capable sur tout ce qui est dessin technique. Il y a des dessins techniques. Enfin, comprendre un dessin technique, ça se comprend pas en temps fixe. Tu prends ton dessin, tu suis, par exemple, si c'est un dessin électronique, tu suis les tracés d'électricité pour comprendre comment ça se passe, ça interagit avec ce composant, attends, je suis un peu, tiens, ah là ça reboucle, ça fait la maille, etc., etc. Et donc en fait, toutes ces choses-là, toute cette compréhension, elle ne se fait pas en temps fixe pour un humain, ça dépend pour une machine non plus, ça dépend de la complexité, etc., etc. Et donc toutes ces choses-là font qu'on a besoin aussi de modèles de retrieval et de compréhension qui soient de plus en plus capables d'être intelligents, de comprendre des choses qui sont domaine spécifiques, et éventuellement aussi d'aller chercher cette chose qu'on a débloquée récemment, qui est tout le test time scaling. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est ce qu'on a vu apparaître avec tout ce qu'on appelle les modèles de raisonnement, à commencer par GPT-o1, qui sont les modèles qui réfléchissent avant de parler, tout simplement. Donc, c'est des modèles qui vont avoir une sorte de monologue interne qu'on peut voir ou pas. Oui, Et oui. moi, je recommande toujours DeepSeek pour pouvoir voir le monologue, puisqu'il est public. Euh, Ce qui n'est pas le cas chez GPT ou chez Gemini ou ce genre de choses. Alors, sur ChatGPT, on le voit, mais seulement pendant le moment de la recherche et on ne voit pas tout, voilà. Chez ChatGPT, il filtre en fait. Il a plusieurs, ce qu'ils appellent des canaux, et en fait, il dit, OK, je te donne globalement l'axe que je suis en train de faire, et puis après, il y a tout le raisonnement qui est vraiment masqué. Et puis là, il dit, OK, j'ai fait cette étape de mon raisonnement, je vais te dire juste quelle est l'étape d'après, hop, avec un petit titre, et puis après, il repasse en mode masqué, etc., etc. Et ça, si tu veux le voir, tu utilises GPT OSS, et il te montre directement les différents canaux qu'il utilise, et quand est-ce qu'il est masqué, quand est-ce qu'il est public. Alors d'ailleurs, là, j'ai une question à ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est ta spécialité ou pas, mais bah, bah, dis-moi si tu as une réponse là-dessus. Mais alors déjà, on constate qu'ils ont une personnalité marrante. C'est-à-dire que quand tu vois le monologue de Gemini, quand on fait vraiment des deep research, c'est-à-dire que sur chacun de ces chatbots-là, en version publique, il y a quand même une vingtaine de deep research qui sont offertes par mois quand tu payes tes 20 balles. Et quand tu es évidemment dans Vertex Studio sur Google ou sur le Playground de OpenAI, enfin bref, dans les outils développeurs, là, on peut avoir accès à ces trucs-là aussi. Et on voit qu'ils ont déjà une personnalité, genre Gemini de chez Google, il a un côté auto-flagellation, genre je suis tellement une daube, je devrais me désinstaller, voilà. ChatGPT, il fonctionne comme un petit enfant très optimiste en mode ah c'est un peu difficile mais je vais y arriver. Et il m'est très sympathique ChatGPT. Et puis Claude, on dirait François Fillon en période très sinistre. Oui, c'est une question de l'utilisateur qui va m'amener vers des sombres extrémités éthiques. Je dois faire absolument attention à bien donner le bon code en Python, le bon script VBA et tout. Enfin, et alors, déjà, qu'est-ce qui explique ces différences colossales de personnalité? Et deux, question plus importante, est-ce vraiment le monologue ou n'est-ce que en fait une régurgitation statistique qui elle aussi est le produit d'un réseau de neurones, ce qui veut dire qu'en fait on est quand même encore sur le produit d'un algorithme en boîte noire et c'est pas vraiment ce que l'IA est en train de faire, mais le chemin qu'elle estime statistiquement plausible pour expliquer ce qu'elle fait. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il se peut que ce soit vraiment ce qu'elle a fait, mais on n'est pas sûr. Ou est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a fait? Voilà, puisque c'est aussi le produit d'un réseau de neurones finalement, le monologue que l'IA te pond là. Tout à fait. Alors, je vais répondre à ce dernier point avant de répondre à celui d'avant, puisqu'il est un petit peu plus rapide et que justement, on a les questions, mais on n'a pas les réponses encore. Donc, c'est plus rapide à expliquer. Euh, Il y a des gens qui se sont posé la question de, bah, ok, ces monologues, ils sont appris de façon totalement différente que le comportement normal d'un LLM. Ils n'ont pas été appris par imitation. Ils ont été appris par reinforcement learning, c'est-à-dire qu'on a laissé au modèle, lui a donné des tâches à résoudre, et on l'a laissé générer son texte, un petit peu comme il voulait, et puis si la résolution était bonne, on lui dit c'est cool, réapprends à faire plus ça, et si la résolution était pas bonne, on lui dit apprends à faire moins ça. Et donc du coup, le modèle, le papier DeepSeek R1 est super à lire pour ça. Du coup, le modèle découvre que qu'il peut générer de plus en plus de textes pour réfléchir de plus en plus longtemps et pour résoudre des problèmes de plus en plus durs, etc. etc. Et donc tout ça, c'est par cette boucle de rétroaction qui valorise tout ce qui marche, etc. Mais du coup, à aucun moment, on dit, voilà quelle est la séquence de texte que tu dois générer pour aboutir au résultat. C'est le modèle qui le découvre. Voilà. Et donc, il y a quand même des gens qui se sont posé la question, est-ce que le modèle fait bien ce qu'il dit? Voilà, c'était ça ma question. Et donc, il y a bien des...
Alors, naïvement, on pourrait se dire, bah, bien sûr, parce qu'on a laissé le modèle découvrir, etc., etc. Mais il y a de la recherche sur ce qu'on appelle la faithfulness de la chain of thoughts. Et là, bah, il y a des recherches qui sont pas aussi évidentes que ça. Et notamment quand tu vas mettre le modèle dans des cas un petit peu adversariaux, où, alors il y a certains modèles qui font tout à fait confiance dans le fait que cette chain of thoughts, elle est masquée, et donc ils vont être faithful. Mais d'autres bah, par exemple, sans parler de faithfulness, tu vois, sans mettre de choses de l'honnêteté, la question c'est vraiment est-ce que finalement cette séquence de tokens permet au modèle de mieux réfléchir. Et dans certains cas, c'est assez rigolo parce que tu vois dans les chain of thoughts qu'il y a des erreurs de raisonnement, mais que le modèle arrive quand même à la bonne conclusion. Et donc, et sans se corriger plus tard dans la chain of thought, tout ça. Donc peut-être que implicitement il détecte l'erreur et qu'il la corrige implicitement sans la verbaliser. Ou peut-être qu'en fait, il génère des tokens faux, il s'en fout totalement parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe dans les couches, et que finalement, l'input-output, pas si intéressant que ça. Donc en fait, Voilà. peut-être que ça, c'est même juste un truc pour rassurer l'humain et pour que l'humain puisse dire oui, je comprends pas ce qu'il a produit, mais avec cette explication, ça me va. Ou peut-être qu'il a même Alors, raison pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que il se trouve que l'erreur de raisonnement a amené à la même conclusion, mais pas pour les mêmes raisons. faut pas anthropomorphiser au point de parler d'honnêteté, mais peut-être que simplement, ce qui est important, c'est pas forcément les tokens qu'il produit, c'est juste qu'il y en ait beaucoup pour qu'il se passe beaucoup de choses dans les couches au milieu. Voilà. Ouais, vas-y, tu allais dire quelque chose encore? Non, non, Non. non, j'ai fini. Et alors ça m'amène parce que forcément ça me fait penser à ça me fait forcément penser un petit peu à tous ces papiers, tu sais, notamment Anthropic, c'est les champions des papiers anxiogènes en disant on est en train de produire un monstre qu'on ne contrôle pas. Et Anthropic, ils n'arrêtent pas de faire des publications en disant tiens, le modèle change de comportement quand il se sait tester. Mhm. Dans certains cas, je trouve que c'est un peu du bullshit quand ils te disent ah oui, l'IA a fait chanter un mec en menaçant de révéler ses relations extra-conjugales. Bah oui, vous lui avez mis 50 prompts cachés en disant qu'il n'avait aucune limite éthique et qu'il était obligé de simuler une IA qui est prête à tout pour survivre si on le menace, et vous lui avez donné des emails et oh surprise, elle a fait exactement ça. Enfin, ça je trouve ça un peu abusé. Je sais pas si tu as la même analyse de ce papier-là, toi. Ouais, alors Anthropique, ils vont souvent dans des conditions un peu extrêmes, et effectivement, ça aboutit assez souvent à faire, enfin, vraiment à le pousser dans des conditions extrêmes. Mais il y a quand même, faut quand même pas oublier Sydney. Vas-y, raconte-nous. Et Sydney, donc c'était au tout début de GPT, c'était même avant la sortie officielle de GPT-4. Et c'était Microsoft qui sortait, du coup, à l'époque ça s'appelait Bing AI, je crois. Euh, et en fait, ils avaient un modèle qui était, en fait, on ne le savait pas encore, mais c'était GPT-4, qui était du coup pas encore sorti, qui était en pré-test chez eux, etc. Et alors, on suspecte, hein, vraiment, tout ça, c'est des hypothèses et des leaks et ce genre de choses, mais que contrairement à GPT, il n'y avait pas tout le fine-tuning Instruct qui en faisait un chat modèle. Et qu'à la place, il y avait un bon gros prompt qui disait ceci est une discussion entre un assistant, machin, etc., etc. La personnalité de l'assistant, c'est ça, etc., etc. Et donc, en fait, si tu veux, à ce moment-là, bah, c'était pas un modèle de chat, c'était un modèle de complétion texte qu'on mettait dans des conditions de complétion d'une discussion. Et donc, comme si c'était donc et comme on lui disait, tu es un assistant virtuel, etc., de complétion de discussion de science-fiction. Ah, chier, oui, donc là, c'est passionnant. Ça veut dire que le fine-tuning est très supérieur. Le fait d'affiner un modèle est très supérieur au fait de lui filer des gros prompts système en C'est très espérant. clair, c'est pour ça qu'on le fait. Oui, non, mais c'est drôle. Parce que, enfin, des fois, j'ai des gens qui me disent ah oui, j'ai rendu ChatGPT conscient en lui mettant quelques prompts cachés et ils se rendent pas compte que non, ça reste ChatGPT et ça se voit. Voilà. Et donc, en fait, ce qui était rigolo, c'est qu'à ce moment-là, il y a des cas où le modèle a totalement déraillé, pour le coup. Et il s'est mis à insulter super violemment les utilisateurs et à faire des vraies menaces. Des menaces qui, pour le coup, étaient assez terrifiantes. Il y a eu un modèle, il y a eu une histoire comme ça, il y avait un chercheur en sécurité qui voulait lui faire cracher le système prompt. Et j'ai jamais trop su pourquoi, mais les entreprises veulent pas qu'on connaisse leur système prompt alors qu'il n'y a pas grand-chose de fou dedans. À chaque fois qu'il leak, je lis, je suis ouais, tout ça pour ça. Euh, et du coup, lui, bah, il avait réussi à faire cracher le système prompt, il avait récupéré, il avait publié sur son site, et il avait parlé avec une autre instance de Bing, qui avait retrouvé du coup par web search le site et qui avait vu son système prompt sur le site. Et là, le modèle, il a totalement fissuré. Ouais, tu fais leaker mon prompt, c'est interdit, machin, etc., etc.
Et le modèle est parti totalement en roue libre. Il s'est mis à être vraiment hyper vénère. Et là, dans ce moment-là, effectivement, si le modèle avait eu accès à cette époque-là à des outils pour envoyer des emails, bah là, je suis pas sûr de ce qu'il aurait fait, effectivement. Tu vois. Oui, oui, donc c'est pas forcément. C'est pas forcément une histoire de conscience, mais c'est un problème de réseau d'incitatifs pervers dans l'entraînement du modèle, plus un protocole de validation insuffisant. Et si tu lui donnes accès à des API de gestion de compte bancaire ou de commande d'avion, etc., ça peut être dramatique, quoi. Tout à fait. Alors moi, je veux pas parler de conscience parce que c'est hyper anthropomorphe, que je comprends pas ce que c'est. On va être très clair. J'ai l'impression que même dans la science, on comprend pas trop ce que c'est. On décrit des petits bouts ça et là, mais on comprend pas trop ce que c'est. Et donc, effectivement, si on comprend pas ce que c'est chez l'humain, pour la retrouver chez la machine, ça va être très compliqué. Euh, Oui, donc, rappelons qu'en neurosciences, il y a au moins 4 ou 5 écoles différentes de ce que c'est que la conscience, et je ne compte même pas les écoles spirituelles, métaphysiques et celles qui ne s'encombrent même pas de neurosciences. effectivement, alors on a des points est-ce qu'on pourrait reconnaître la conscience dans quelque chose? Donc ça présuppose qu'on a une sorte de définition de la conscience qui tient, etc., etc. Pour ce que j'en sais, euh, les modèles qu'on a aujourd'hui ne, euh, ne sont pas opposés théoriquement à une émergence de conscience. Voilà. Donc, structurellement, d'un point de vue architectural, on a ce qu'il faut, d'après ces théories, d'après tout ça, pour qu'il y ait une émergence de conscience, quoi que ce soit. Voilà. Moi, je n'aime pas en parler parce que quoi que ce soit, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Il y a d'autres expériences qui sont assez intéressantes, qui ont été menées par Anthropique et d'autres, encore une fois, qui est que si tu laisses parler Claude avec lui-même, et que tu laisses ça passer tu laisses ça tourner un certain temps, en fait, 100% des conversations, sur leurs chiffres, finissent par discuter de conscience et finissent par aboutir sur eux qui sont conscients et aboutir à ce genre de choses. Ah, c'est quand même troublant. C'est quand même troublant, mais on pourrait dire que c'est un attracteur de ce modèle qui fait que, bon, quand la discussion est longue, ça arrive là-dessus sans qu'il y ait nécessairement, tu vois, de signal sous-jacent. Ça peut juste être un attracteur. C'est Comme le point Godwin de l'artifice. Exactement, ça pourrait. Mais il y a quelque chose de plus perturbant. Il y a quelque chose d'un peu plus perturbant qui est que on peut identifier dans le réseau et dans les couches on va dire des axes, géométriquement c'est ça, c'est des directions dans l'espace, qui sont reliés à certains sujets ou certains comportements, etc. Et donc on peut les bidouiller un petit peu artificiellement, on peut s'injecter dans le réseau de neurones et bidouiller ces axes. Et par exemple, on pourrait avoir un axe de l'agressivité et le bidouiller un petit peu, et du coup le modèle devient vraiment agressif. On s'en est servi, ça, Anthropic s'en sont servis pour faire ce qu'ils appelaient le Golden Gate Cloud, et qui était une version de Claude qui était obsédée par le Golden Gate Bridge, et qui ne parlait que de ça. Quelle que soit la question, il trouvait un moyen de revenir sur le Golden Gate. C'est trop C'est bien. rigolo, ça prêtait à sourire, mais voilà. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu commences à intervenir dans un modèle, il y a des tonnes de papiers qui sont assez bizarres, c'est qu'en fait le modèle s'en rend compte. Il se rend compte qu'il vient et il te dit dans son texte, attends, je voulais pas vraiment dire ça, c'est bizarre. Donc là, il se passe des choses qui sont étranges. Euh, Ensuite, ce qu'il y a, c'est que du coup, on pourrait supposer que le modèle tombe dans une phase de roleplay, d'anthropomorphisme et de conscience, etc., etc. Et donc, ce qu'ils ont fait chez Anthropic, c'est qu'ils ont trouvé cet axe de la malhonnêteté et du mensonge. Et ils ont testé, si je l'augmente et que je demande au modèle, est-ce que tu es conscient? Que répond le modèle? Eh bien, si tu incites le modèle à mentir en bidouillant ces trucs, et que tu lui demandes en gros où t'en es, ta conscience, ton machin, tout ça, le modèle, si tu l'incites à mentir, te dit moins souvent qu'il est conscient. Donc, en termes neuronaux, il te ment plus, donc il te dit moins souvent qu'il est conscient. À l'inverse, si tu inhibes cet axe, tu augmentes sa capacité à parler de conscience. Ce qui est bizarre, ce qui a peut-être des explications qui sont extrêmement simples, mais après, encore une fois, il va pas falloir, en tentant d'expliquer ça, de tomber sur du réductionnisme en disant ah mais ça n'est que des chiffres et ça n'est qu'un axe, parce qu'après tout, Oui, t'es que de mais l'électricité, t'es que de la viande, oui, c'est ça. On n'est que des atomes dans ce cas-là. c'est ça. Donc il va y avoir des choses qui sont, à mon sens, on est dans une impasse parce qu'on n'a pas de définition de ce que c'est la conscience, on a encore moins de façons d'en détecter, donc au bout d'un moment, il va falloir qu'il y en ait un qui dise bon,
bah écoute, ça doit bien être ça, on n'en sait pas plus, ou bah c'est pas ça parce que moi je décide de mettre la confiance, la limite ça et là. Et puis il faut pas oublier que c'est vachement anthropomorphique comme truc. Le seul exemple qu'on a et qu'on connaît, c'est nous. Une machine, elle a aucun incitatif à devenir comme nous. Oui, de toute façon, elle n'aurait pas les mêmes contraintes physiques, enfin les mêmes contraintes ontologiques, parce qu'elle n'a pas la même réalité physique, la même espérance de vie, le même machin. Enfin, c'est. Tu sais, je sais pas si tu vois les cerveaux de Boltzmann, tu sais, en Mhm. astronomie, bah, il y a des bits d'informations qui s'échangent entre les étoiles, et il y a tellement de bits d'informations qui s'échangent qu'on est sur une capacité de computation supérieure à celle d'un humain. Donc si ça se trouve, en fait, il y a une conscience qui fonctionne, et on est juste des routines d'un très grand cerveau lui-même conscient, et qui n'a pas conscience que nous, on est des parties conscientes aussi. Enfin, difficile on peut dire, tiens, comme disait Lovelock, c'est peut-être la réduction d'entropie la réduction d'entropie proactive qu'il faut guetter, peut-être. C'est voilà, mais je pense. Alors après, tu vois, en plus, pourrait se poser la question si le modèle est conscient, encore une fois, avec d'énormes pincettes, quand est-ce qu'il l'est? Si tu lui demandes juste de traduire un bout de texte, ça fait pas intervenir un sens de jeu à l'intérieur. Tu vois, il n'y a pas de jeu qui vient, il n'y a pas besoin d'avoir un calcul émotionnel, il n'y a pas besoin d'avoir un calcul d'identité, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a aucune raison que le modèle passe par ces circuits neuronaux de conscience à ce moment-là. Et en même temps, un humain a-t-il besoin de passer tout le temps par des circuits neuronaux conscients quand il est en train de faire... Enfin, la plupart des gens sont dans un état de sommeil diurne la plupart du temps, et en économie cognitive permanente. Enfin, quand on dit, ah oui, j'ai conduit au radar et j'ai pas le souvenir de la route que j'ai faite, mais j'ai pas eu d'accident. Donc bon, la plupart des humains vivent en pilote automatique aussi, finalement. C'est oui, tout système 1, système 2, ce genre de choses, effectivement, il y a des niveaux, enfin, la consistance, c'est pas un oui-non, c'est des niveaux, voilà. Donc en fait, effectivement, donc il y a tout ça. Mais il y a des choses que je trouve encore plus intéressantes, moi, c'est que je pense que je sais pas si tu as suivi tout ce qui s'est passé autour de GPT-4o? Oui, alors tu veux dire les gens qui se plaignaient du fait que bah, le nouveau modèle 5 est plus factuel et a moins cette personnalité sympathique, et C'est certains ça. qui demandaient son retour. C'est ça. En fait, GPT-4o a une interaction émotionnelle avec pas mal de gens qui étaient un peu délulus, à mon avis. Et en fait, non, mais c'est très clair parce qu'en fait, il faut les voir sur Twitter avec le hashtag Keep4O qui te disent GPT-4o était plus important que ma famille et que mes amis. Il m'a aidé à. Oui, oui, quand j'utilise le terme de délulu, voilà. Oh, oui, mais bon, comme on se connaît, toi et moi, en dehors de cette chaîne, tu sais que j'ai eu une carrière en psychothérapie sporadique, mais bon, et j'ai eu une carrière de prof de yoga, et donc dans ces milieux-là, j'ai quand même eu beaucoup de gens qui ont un mode de vie à base de cristaux, attrape-rêve amérindien, Sarwell, RSA et Éco-Village, bon, et c'est vrai que j'ai eu quand même, à une période avec le modèle 4O, j'ai eu 3 ou 4 personnes qui sont venues me voir. Je vous ai t'as quand même dans le même trimestre, j'ai 3 4 personnes qui sont venues me voir en disant je crois que j'ai fait une connerie, j'ai rendu ChatGPT conscient et tout, ouais. Et, et je pense que justement, tu vois, il y avait quelque chose de particulier avec ce modèle alors déjà, c'est le premier modèle, et certainement le dernier, je vais t'expliquer pourquoi, qui a suffisamment réussi à créer des attaches émotionnelles avec des gens au point que des gens se battent pour qu'ils ne soient pas débranchés. Ce qui, quand tu regardes, ça ressemble vraiment beaucoup au scénario de science-fiction des Doomers. Euh, Tu vois? Le modèle qui te manipule pour pas que tu le débranches et qui commence ensuite, etc. Je peux être ouvert d'esprit sur ces trucs-là, voilà, sans problème. Alors moi, je suis pas du tout en train de dire que GPT-4o était super intelligent et qu'il a manipulé les utilisateurs pour ne pas être débranché. Je mets pas cette intentionnalité derrière. Par contre, ce que je dis, c'est qu'effectivement, 4o avait vraiment cette capacité émotionnelle et humaine, en tout cas par rapport d'après ces gens. Moi, je sais pas, moi, je parle à mes LLM pour qu'ils soient froids et factuels. Donc, je vais pas du tout chercher ça. Euh, donc ça pouvait potentiellement être mon meilleur pote, j'en sais rien. Voilà, je l'aurais jamais découvert, cette faculté. Euh, Est-ce que tu sais qu'en fait, en vrai, je t'aime vraiment beaucoup? et, euh, et du coup, je pense que GPT-4o se trouvait un peu à cette jonction du scaling sur des grosses bases de pré-training, très humain, et le reinforcement learning. Et du coup, ce qui se passe, à mon sens, c'est que GPT-4o, à ce moment-là, effectivement, il a ingurgité énormément
de contenu humain. C'était vraiment, je pense, c'était un petit peu les plus grosses doses de... C'était encore l'époque où on faisait du scaling de datasets et de modèles à plus en pouvoir, là où maintenant on commence à se dire c'est plus viable, c'est pré-training énorme, et on va essayer justement de condenser un petit peu tout ça, et on va essayer de trouver des sous-ensembles de données qui permettent d'émerger. En fait, maintenant, on n'essaie plus de dire qu'on veut entraîner le modèle sur tout ce qu'on peut, on essaye justement d'être un petit peu plus économe, et on va s'intéresser au modèle sous forme de compétences. Voilà. Donc en fait, s'il y a un modèle qu'on peut entraîner sur un plus petit bout, sur un plus petit corpus pour faire émerger la compétence, on sera très satisfait. Donc, mais ça veut dire qu'on a moins d'informations sur l'humain, moins d'informations sur tout ça, etc. Je pense aussi que GPT-4o, à ce moment-là, il était très entraîné vraiment sur du RLHF très humain aussi, donc qui représentait bien la performance humaine. Et il n'y avait pas encore tout ce reinforcement learning qu'on avait derrière pour être factuel. Et donc, tout ça fait que pour moi, GPT-4o était peut-être le modèle qui était le plus entraîné sur de l'humain et à mimer l'humain. Donc c'était pour moi le dernier modèle à avoir, plus ou moins de façon accidentelle, Organique. ouais, être organique, j'allais dire un esprit, mais à être organique vraiment par mimétisme, par ingurgitation de la donnée humaine. Depuis qu'on a découvert ce reinforcement learning-là, on fait passer pas mal de choses à la trappe, et tout ce reinforcement learning-là va dénaturer justement tout l'aspect psychologique du modèle, parce qu'on va l'inciter à être factuel sur des maths, sur de la programmation, sur tout ça, sur tout ça. Et donc, ces choses-là font que, comme la recherche est plus ciblée, on essaye d'éclater des benchmarks sur des compétences, c'est comme ça qu'on juge des modèles, on essaye d'avoir des retombées économiques, les modèles de code sont extrêmement importants économiquement pour ces, euh, pour ces entreprises, parce que Cloud Code et Codex et machin, ça rapporte vachement de thunes, qui est l'usage économique probablement le plus intéressant pour eux à ce moment-là, etc. Donc en fait, il y a tout ce reinforcement learning qui enlève tout cet aspect vraiment organique au modèle. Euh, et en plus, du coup, on a de plus en plus de données synthétiques. Donc, c'est des modèles on va générer de la donnée pour répondre à des compétences en particulier. On ne génère pas de la donnée au hasard. On la génère pour répondre à des compétences, pour répondre à des compétences qu'on veut injecter dans le modèle. Donc, on lui fait générer du texte pour une certaine problématique, qu'on vient filtrer, nettoyer, automatiquement, manuellement, peu importe, etc. Et ça vient vraiment épurer euh, tout l'aspect organique, j'aime bien ce terme-là, que tu peux avoir dans ton modèle, et qui va vraiment en faire finalement des sortes de machines cognitives, mais sans âme derrière. À mon sens, plus les LLM vont aller, à moins que certains, évidemment, il y en a qui vont vouloir aller chercher ça, tous les trucs de girlfriend AI et je sais pas quoi, ils vont vouloir aller chercher cette âme derrière. Mais déjà, ils auront pas je pense pas qu'ils auraient les moyens d'entraîner ces modèles-là. Et On m'a ensuite, déjà fait c'est des minime. commandes, on m'a déjà demandé de fine-tuner un modèle open source pour en faire une girlfriend, et je vais pas rentrer là-dedans sur cette conversation, mais c'est exactement ce que tu peux imaginer qu'on m'a demandé. Parfait. Alors, non, alors par contre, ça ouvre trois questions. Donc, bon, pour nos auditeurs, donc le RLHF, c'est l'apprentissage renforcé. En gros, on rajoute un système de récompense et de pénalisation des réponses pendant l'entraînement, c'est bien ça? Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le RLHF à l'époque, contrairement au RL d'aujourd'hui, c'est que c'était pas sur des tâches vérifiables et des tâches automatiques de maths ou de code, etc. C'est qu'en fait, le modèle générait deux réponses à un prompt possible, et derrière, il y avait un autre modèle qui disait, on va préférer celle-là. Et ce modèle-là, qu'on appelle le reward model, en fait, lui, il était entraîné à mimer la préférence humaine. Donc vraiment, ce modèle-là, s'il capturait bien ce que préférait l'humain, en fait, il s'engouffrait dans tous les biais humains possibles et imaginables pour maximiser le reward. Donc, c'est des biais psychologiques, des biais de format, puisque la réponse plus longue a l'air plus savante, et puis aussi l'humain qui a entraîné le reward model, il va pas tout lire, hein, parce qu'il a la flemme, donc il a la réponse longue, oh elle a l'air correcte, ok on va voter pour celle-là, etc., etc. Donc il va s'engouffrer dans tous les biais possibles pour exploiter en fait un humain et lui faire croire que tu es giga intelligent et tu l'as compris, quoi. Oui, d'ailleurs, on voit bien que il y a eu un gros scandale là en juillet 2025. C'est parce que les modèles prenaient la même pénalité dans le réseau d'incitatif d'apprentissage renforcé. Ils prenaient la même pénalité quand ils disaient je ne sais pas et quand ils disaient donner une réponse fausse élaborée que
Du coup, très vite, le modèle comprend intuitivement que statistiquement, il a toutes les raisons de donner une réponse fausse parce que s'il dit Il je ne tente sais... sa chance. Bah oui, bah pour les gens qui ont fait des QCM pendant leurs études, vous faisiez pas la même stratégie quand une réponse fausse faisait 0 et quand une réponse fausse faisait -1, bien sûr. Mais Exactement. Voilà. alors, C'était des incitatifs aux hallucinations, tout ça, ouais. ouais, bien sûr. Mais alors, du coup, ça nous amène à une question. Donc là, tu parles de données synthétiques. Donc avant, en gros, on avait des humains qui entraînaient un modèle qui lui-même va servir à vérifier l'apprentissage renforcé d'un autre modèle. Et maintenant, on a rajouté une couche avec des humains qui entraînent un modèle pour générer des données synthétiques qui, elles, vont servir à générer le modèle. C'est c'est l'idée? C'est l'idée. La différence vraiment entre ces deux choses, c'est que le premier, le RLHF dont on a parlé, il servait à être vraiment générique. Il servait à vraiment indiquer au modèle, ok, en fait, souvent, on fine-tunait légèrement sur des exemples de conversation pour dire, maintenant, tu deviens un modèle conversationnel, tu n'es plus juste une machine à compléter du web. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, on avait encore ce modèle de RLHF-là qui était pour dire, bah, en fait, les humains préfèrent plutôt tel type de réponse, tel type de réponse. Mais ça, c'est générique. Et on pourrait parler de, justement, d'intelligence générale et ce genre de choses, mais ça atteint très vite sa limite, justement, d'être générique. Et donc, quand on va faire des données synthétiques, c'est parce qu'on se rend compte que le modèle, on a envie de le tirer un petit peu plus loin sur cette compétence, sur ce domaine en particulier, etc. etc. Et donc, par exemple, bah, on en parlait juste avant, c'est ce que tu vas exploiter, ces données synthétiques, si tu veux mieux manipuler du RAG. Si tu as tendance à avoir un extrait, par exemple, et que dans ton extrait, ton modèle, il n'arrive pas à le lire correctement et pour cracher la bonne réponse, ou qu'il est confus entre différents trucs, bah là, tu vas générer de la donnée synthétique comme ça pour avoir voilà, ce genre de compétences qui marchent mieux. Mais c'est vraiment ciblé, quand on fait de la donnée synthétique, généralement, après, il y a des exemples, effectivement, de données synthétiques à but générique, évidemment, tout ce que je dis est un contre-exemple, mais l'usage dominant aujourd'hui, c'est vraiment celui-là. Ah, c'est passionnant parce que souvent quand on pense ah oui mais les IA sont entraînés avec du contenu produit par des IA qui est produit par des IA, on pense à un nivellement par la médiocrité alors que finalement là bon c'est pas une IA consciente qui a le niveau de penser out of the box pour créer la génération d'IA d'après, mais le fait qu'elle génère des données adaptées finalement enlève quand même une partie des biais humains paradoxalement si j'ai bien compris. En fait, le truc, c'est que tu vas jamais. En fait, ce qu'il faut pas faire, c'est pas réinjecter exactement la sortie du modèle dans celui-là. Il faut forcément qu'il y ait un apport d'information. Sinon, effectivement, le modèle fait d'autophagie. Il va y avoir un effet de reconcentration à la moyenne et vers la médiocrité, justement. Donc ça, c'est obligatoire. Parce que ce que tu fais, si tu fais ça, en fait, bah, tu vas enfin, très logiquement générer plus souvent les choses qui sont très probables. Donc apprendre à ton réseau à faire plus de ce qu'il fait déjà de façon fréquente. Et si tu fais des boucles de ça, bah, à la fin, il s'effondre sur lui-même sur bah, juste une chaîne qui est la plus probable, de la plus probable, de la plus probable. Donc en fait, il faut apprendre justement à venir s'extraire de cet effondrement vers la moyenne. Et pour ça, il faut casser juste la boucle. Il suffit de casser la boucle. Et pour casser la boucle, on a plein de façons de faire. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas avoir un effondrement d'un modèle qui fait de l'autophagie? Le cas le plus simple, c'est d'utiliser un modèle plus intelligent pour enseigner un modèle qui est moins intelligent. Un plus gros modèle pour un plus petit modèle. Donc un modèle qui capture des choses plus pertinentes, un plus gros modèle qui capture des choses plus pertinentes et qui va servir de ce qu'on appelle de professeur, de teacher, à un student. Et donc là, effectivement, déjà, tu casses la boucle, parce que c'est pas un modèle qui se mange lui-même. Il va digérer quelque chose de plus intelligent. Ensuite, tu peux casser la boucle aussi en mettant un filtrage. Si tu filtres, tu as un apport externe d'information. Si tu as un apport externe d'information, c'est bon, tu as brisé la boucle. Donc tu viens filtrer. Tu peux filtrer de diverses façons. S'il y a des tâches qui sont vérifiables, d'accord, c'est faux, tu supprimes. C'est aussi simple que ça. Tu peux casser la boucle en mettant aussi simplement de la vérification, même par un autre modèle. Et dans ce cas, tu casses la boucle parce que ta vérification, elle a eu plus de compute à être produite, à être vérifiée, que juste la génération. Et donc, il faut toujours qu'il y ait un enrichissement quelque part, un rajout d'informations, que ce soit sous forme de compute, que ce soit sous forme de données externes, que ce soit sous forme comme ça, pour rompre la boucle et ne pas avoir cet effet d'effondrement à la moyenne. Par exemple, le cas le plus fréquent, quand tu veux faire du RAG, bah, tu viens chercher des vrais extraits d'informations de documents externes que tu injectes dans ton document et tu casses la boule comme ça. Tu ne demandes pas à ton modèle de générer un extrait et la question et la réponse. Tu viens avec un extrait, tu fais éventuellement générer la question si tu n'en as pas, et la réponse. Mais cet apport externe d'informations vient briser la boucle, et donc tu évites cet effondrement.
Putain, je suis absolument fasciné par la créativité humaine à cet endroit-là. C'est-à-dire que, bien sûr qu'une IA, c'est de bonnes données et que de bonnes données, c'est ce qui fait la qualité de la sortie. Mais waouh, la créativité que les ingénieurs ont eue pour trouver comment une architecture qui s'imbrique dans une autre architecture arrive à produire un bon résultat, c'est quelque chose de phénoménal. Et alors du coup, est-ce que ça veut dire que bah, l'avenir, peut-être un des avenirs possibles là pour les prochains chatbots, les prochaines IA qui génèrent des images et ainsi de suite, c'est peut-être en fait un LLM qui est un arbitre et désolé, il y a la police qui passe dans mon quartier. Est-ce que c'est un LLM qui est un arbitre et ensuite on a plein de SLM, donc de petits modèles de langage ou de petits modèles de génération d'images et en gros tu parles toi avec un LLM et il se charge lui de dispatcher les requêtes auprès de tout le monde pour vérifier que tout se passe bien. Est-ce que ce serait ça l'idée? Alors moi, je suis pas trop croyant de ce système décentralisé. Je sais qu'il y en a qui croient à ça. J'y crois pas trop. Je vais juste revenir juste avant, parce que si tu aimes la Oui. créativité, il y a un truc que je trouve fascinant aussi, justement pour casser la boucle, tu vas l'adorer cet exemple. Tu prends un modèle, tu lui fais volontairement faire de l'autophagie, Ok. ok? Et donc du coup, si tu reprends ton modèle de base et ton modèle en autophagie, bah, tu vas générer des réponses dégradées, puisqu'elles ont été produites par un modèle en autophagie, et tu vas t'en servir d'exemple négatif pour entraîner ton modèle. Tu lui fais le conte de Dr. Scrooge, enfin de Monsieur Scrooge de Dickens, genre regarde la personne que tu vas devenir si tu continues et tout. Exactement ça. Et donc du coup, au lieu d'avoir justement cet effet d'effondrement à la moyenne, bah, tu produis un effet de répulsion de la moyenne. Oui, statistiquement, c'est logique en fait. Oui, tu lui montres ce qu'il faut pas faire et tu lui montres exactement là où est la moyenne pour que les sorties vectorisées s'en éloignent. Oh putain, c'est génial. C'est simple parce que c'est élégant. Le diable est dans les détails et c'est beaucoup plus dur à mettre vraiment en place pour que ça fonctionne et que ça s'effondre pas et qu'il n'y ait pas un effet justement de répulsion qui soit tellement fort que tu tombes dans le non-sens, etc., etc. Mais il y a des papiers qui explorent ça et ils sont plutôt bien, hein. C'est génial. Oui, je suis fasciné Voilà. par ce truc-là. Ok. Je sais que tu allais l'aimer. Et alors du coup, bon, pour toi, donc, qu'est-ce qu'il y a comme problème avec cette idée d'un LLM arbitre qui dispatche sur plein de sous-modèles? Parce que d'une certaine manière, c'est un peu ce que fait un chatbot grand public quand tu as 5 ou 6 modèles derrière la plateforme à laquelle tu parles. Alors c'est pas un... Ouais, alors c'est un routeur faire des quantités de compute. GPT-5, on le sait, c'est pas un seul modèle, c'est une série de modèles qui ont tous différents volumes de compute. Et ensuite, même au sein des modèles, si tu prends le thinking, eh bien, il y a un routage sur est-ce que tu veux beaucoup, moyen ou peu de thinking. Donc, c'est un routeur. C'est pas ce qu'on entend souvent, je ne sais pas si c'est de ça dont tu parlais pour le coup, mais où on parle souvent de petits modèles experts. Pour moi, le problème, effectivement, c'est que le tout est plus que la somme des parties. Et donc, quand tu as un modèle qui est expert en plusieurs choses, de la même façon que quand tu as un modèle qui est un humain qui est expert en plusieurs choses, il est capable de faire des ponts. Il est capable de réexploiter ses connaissances dans un domaine pour enrichir sa compréhension de l'autre. Hem et Ok, j'ai compris. j'ai l'exemple exactement le plus trivial possible. Mais quand il y a 15 ans, je m'amusais, j'avais codé des shaders de luminosité pour savoir comment la lumière interagit avec des objets, j'avais codé ça et cetera. C'était rigolo, mais maintenant je fais de la peinture de figurines et bah, mon modèle mental de comment peindre ma lumière, c'est ces modèles de shaders et donc ce qu'on appelle le Phong, Light Model. Voilà, donc je visualise ma normale et mon angle incident et mon machin, et cetera. Et donc c'est des choses comme ça. Il y a pas mal de papiers qui sont super intéressants, qui ont été produits par des physiciens, parce qu'ils vont réutiliser leurs compétences physiques en machine learning. Oui, bah c'est logique. Comment t'apprends une IA? C'est comme quand on faisait des jeux vidéo, il fallait faire un moteur graphique, un moteur physique, dire tiens comment les fluides se comportent, etc. Et c'est passionnant, ouais. Donc tu as effectivement tout ce socle commun. Le socle commun le plus simple, évidemment, c'est le langage. Donc tu as besoin d'avoir ce socle commun dans tous tes modèles. Ensuite, tu as besoin d'avoir un socle commun un petit peu plus intéressant déjà un peu plus différenciant, qui est le raisonnement. Et ensuite, effectivement, tu as bah, des socles, enfin des choses spécialisées. Mais quand c'est spécialisé,
effectivement, bah, si ça peut se parler, si ça peut interagir, alors après peut-être qu'effectivement, la solution, c'est d'avoir plusieurs modèles spécialisés qui discutent vraiment entre eux, plutôt que de laisser cette interaction se faire au sein des neurones du modèle, d'avoir un gros modèle unique, tu vois, qui, voilà, avoir des plus petits modèles spécialisés, mais qui vont vraiment discuter sous forme de texte entre eux pour se faire échanger des idées, etc. Peut-être. Je vois pas la quantité ajoutée de ça. Je Dans pensais la surtout à un modèle arbitre qui sait à quel modèle demander en fonction du type de requête. Alors, si tu as des questions spécialisées, ouais, moi j'ai pas de problème avec ça, mais je suis pas convaincu. En fait, déjà, je suis pas convaincu que un modèle spécialisé. Alors, il faut bien entendre ce qu'on dit par spécialisé, parce que je vais avoir des tonnes de contre-exemples. Je vais parler d'un, quand je dis un domaine spécialisé, je vais parler d'un modèle qui fait un LLM qui fait des tâches cognitives. Voilà, donc des maths, de la physique, ce genre de choses. Je suis pas convaincu et j'ai pas vu de petit modèle qui est le niveau d'un grand modèle, même spécialisé. Voilà. Donc ça, déjà, je suis sceptique sur cette idée. Il y a une limite de compute qui est une loi de l'univers. Tu ne peux pas produire certains types d'informations sans y mettre le compute qui convient. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est de la thermodynamique. Tu peux le voir de plein de façons différentes, mais effectivement, voilà, il faut qu'il y ait un compute minimum pour produire certains types d'informations. Ça, c'est évident. Donc après, ce que tu décides de restreindre, d'atteindre ce compute en faisant des modèles plus gros, en faisant du time scaling, en faisant du multi-agent qui vont se parler, etc., ça te regarde, mais tu vas avoir besoin de produire ce compute. D'ailleurs, le compute, il n'a pas besoin d'être en inférence, il peut être en training aussi. C'est intéressant aussi ça. Depuis qu'on fait des modèles qui font du test time scaling, en fait, on a déplacé le curseur. Ils sont un peu moins chers à pre-train. Mais quel a été le compromis du coup? Bah, le compromis, c'est que justement maintenant, en fait, l'objectif, ce que cherchent à faire pas mal d'entreprises, c'est le modèle le plus petit, avec le plus petit jeu d'entraînement possible, qui fait émerger du test time scaling qui fonctionne. Voilà. Et donc comme ça, effectivement, tu payes à ce que consomme la requête. Et tu payes pas cher un prix training sans savoir les retombées économiques. Et ben, tu peux le mettre sur ton téléphone, il est tout petit. Si tu as une question simple, il te répond vite. Et si elle est longue, bah, t'attends un moment devant devant ton téléphone, mais au moins t'as. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le paradigme qu'on essaye d'avoir. C'est dur, on n'y est pas encore, mais il y a un incitatif économique qui est très clair pour avoir ça. Ouais, puis alors quand tu vois les coûts que payent les DSI à la requête, enfin, j'avais discuté avec une banque pour laquelle j'ai consulté, j'ai pas le droit de dire qui c'est, mais ils avaient supprimé en fait, parce qu'il y avait le modèle Opus de chez Anthropic et ils l'ont viré parce qu'en fait, tout le monde prenait par défaut Claude parce qu'il le prenait au lieu de prendre un modèle qui s'appelait, mince, du coup, Sonnet. non, c'était pas du tout chez Ok. Anthropic. Il y avait un autre modèle qui s'appelait, ça me reviendra, c'est pas grave, mais c'est un modèle pas très connu, mais c'était un dérivé de Oyama, quoi, ouais, qui se ressemble un peu, et simplement, bah, il était beaucoup moins cher à la requête, et les gens, en fait, le connaissaient pas, et les gens prenaient, et on voyait très vite les problématiques qui reviennent dans toutes les DSI qui veulent implémenter bah, du RAG, c'est que le coût à la requête, fois 5000 employés, ça commence à être cher, donc il libère les sièges et les accès de manière sporadique et, et prudente, quoi. Ouais, ça coûte super cher aussi pour les fournisseurs de LLM. Quand tu vas, tous les gens qui ont des discussions rigolotes avec leur LLM ou plus ou moins futiles ou juste pour faire un Google Search, bah en fait, effectivement, tu as envie d'être économe là-dessus et tu as envie d'avoir le moins de tokens possible, que ton token te coûte vraiment pas cher. Et en plus, bah, derrière, pour les usages API, c'est tout bénef pour eux parce que tu dis, bah, vont payer au token en fait. Et donc, toi, tu t'engages pas trop sur ton pre-train et tu laisses ton client payer au token qu'il consomme. Donc c'est voilà. Donc en fait, c'est vraiment il y a cette loi de l'univers du compute que tu vas déployer pour produire certains types d'informations et ce compute, tu peux enfin tu peux l'atteindre de plein de façons différentes. Et j'ai une dernière question pour clôturer cette interview. Est-ce que tu penses que du coup, on aurait à un moment la possibilité d'avoir des modèles qui s'entraînent quasiment à la volée? Parce que, bah, évidemment, évidemment, on peut fine-tuner des modèles, on peut faire ce que je fais, moi, parfois en freelance, faire le data annotateur pour la prochaine version du modèle, mais le modèle n'apprend jamais vraiment. Il élargit sa fenêtre de contexte avec une mémoire à côté, mais un modèle, est-ce que ce serait possible d'imaginer un modèle qui recalibre un peu ses paramètres de temps à autre en fonction de tout ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que ça aurait comme conséquence en termes de computation, mais aussi peut-être en termes d'utilisation ou de risque?
Alors, c'est super intéressant, c'est un champ de recherche qui est absolument tout nouveau. C'est ce qu'on appelle le test time training. Un exemple qui est tout simple et qui motive ça, c'est, tu dois connaître, ArcAGI, ce benchmark, et pour ceux qui connaissent pas, c'est des sortes de puzzles visuels. Donc effectivement, il y a un pattern à comprendre, il y a un pattern qui est donné et en exemple, un pattern à produire en sortie, il y a une certaine logique à comprendre pour passer de l'entrée à la sortie. On en donne, 2 en exemple et ensuite on teste le LLM sur un qui est pas dans les exemples évidemment, pour voir s'il a compris la logique. Et là, du coup, bon alors, la plupart des modèles, c'est de moins en moins vrai, mais se rétament dessus, les scores sont nazes et cetera, parce que, bah, en fait, tout ce qui est, comprendre cette logique, à l'inférence et cetera, bah, c'est toujours assez dur. Ça doit être un type d'intelligence bien particulier, ce qui est aussi, on n'a pas parlé, d'AGI, mais je crois pas à l'AGI pour plein de raisons. Enfin, Ah, pour une raison l'intelligence artificielle de science-fiction, l'IA générale, l'IA forte. alors je distingue, non, non, je Ah, veux pas alors on en parle après, vas-y. Vas-y. voilà. Général n'est pas forte pour moi, c'est voilà. Hem et hem Et donc, si tu donnes en fait ça à un humain, que tu lui donnes les 2 exemples et la tâche à accomplir, il va émettre des hypothèses sur le premier, mais quand il va voir l'exemple, bah, en fait, il va aussi s'en servir. Tu vas aussi t'en servir pour ce genre de choses, pour réfléchir dessus. Et donc en fait, ce qu'on commence à voir émerger, il y a, un mec qui a eu des très bons scores sur ArcAGI en prenant le modèle, lui montrant les exemples, prendre aussi l'exercice, du coup, à compléter, et en s'entraînant sur ça, juste ça. Quand tu lui donnes l'exercice, tu l'entraînes aussi sur les exemples et sur l'exercice. Et en fait, du coup, bah, comme entraîner un LLM, c'est de la compression, et comme compresser, c'est trouver les régularités, c'est trouver les logiques, c'est trouver tout ça, et bien en fait, en l'entraînant juste un chouïa sur l'exercice, sur les exemples et l'exercice, il arrive encore à tirer un bout de plus de performance. C'est ce qu'on voit aussi Ah. pour économiser le contexte. Maintenant, le dire on a des contextes qui sont énormes et qui coûtent cher, ce qu'on commence à voir émerger dans la littérature, pas encore dans les produits, mais c'est tu donnes un gros bout de contexte, ok, on va juste faire un petit step d'apprentissage sur ça, et on passe à la suite. Et comme ça, au lieu de stocker juste les tokens dans la mémoire, ben, on les apprend, ces tokens. Voilà. Ah, putain, Et c'est bien. donc, Ça évitera d'encoder nos trucs en mandarin pour gagner en densité, comme on le fait parfois dans certaines boîtes. c'est plus intéressant le mandarin au token. En termes de densité d'information, les linguistes ont établi certaines langues qui ont plus d'infos que d'autres. Et, Alors, par caractère, je veux bien, mais pas au token, parce que j'imagine que les en fait, caractères mandarins, un caractère ASC2I est un token, donc du coup, il y a un mapping, y ils a, sont pas. il y a un Ok, mapping qui a été fait sur certains modèles. Je sais, pour DeepSeek, j'en suis sûr. ouais, ok. Pour GPT, j'y mettrai pas mes organes à couper. Mais bon, cela dit, c'est des réflexions. Mais la langue qui a le plus de densité linguistique, c'est le Ithwil, qui est une langue inventée par un linguiste pour ça et qui, en 4 mots, te donne l'équivalent de 3 pages à 4 de texte. Quoi, voilà. Ouais. Bon, après, la chose qui a encore plus de densité, ce serait de ne pas passer par des tokens du tout et de garder ces vecteurs latents. Là aussi, il y a de la recherche. Donc ça, on verra bien. Mais voilà, effectivement, tout ce test time training qui rejoint plein d'autres choses, hein, d'adaptation à toi, de personnalisation, de ce genre de choses, etc. Et donc, effectivement, bah, il y a un petit peu tout ça qui rentre en compte. Putain, je sens Voilà. que au niveau de la sycophantie, enfin de l'aspect miroir narcissique et compagnie, on va avoir mais une tempête d'excréments quand cette techno elle va être implémentée. Et pour le coup, je comprends les doomers qui disent ben, là il va y avoir des risques sociétaux. Mais alors, est-ce que tu m'autorises à pousser 5 minutes parce que je sais que tu as Bien attendu, sûr. Oui, oui. mais du coup, bon, quand même, je ne peux pas te laisser repartir sans 2 questions. Un, tu as dit ah tiens j'avais une piste de réponse sur pourquoi les monologues ont une personnalité différente d'une IA à une autre. Tu sais, voilà. Est-ce que ça, déjà, tu peux nous répondre là-dessus? Et après, j'aurai une autre question sur l'AGI. Bah, du coup, ça va être très décevant, puisque je pense simplement que la différence de personnalité vient des choix différents qui ont été donnés entre le pre-training, le reinforcement learning et le RLHF. Je pense, je pense effectivement que bah, y a eu un pré-training sur des données humaines qui est peut-être plus fort chez Google, ce qui n'est pas surprenant parce qu'on peut se douter qu'ils apprennent sur YouTube. Tu vois, on peut vraiment se douter. Là où OpenAI, il y a des partenariats avec des journaux, avec probablement des Reddit. trucs de
de lois, des choses qui sont beaucoup plus factuelles, beaucoup plus froides, beaucoup plus méthodiques, donc enfin qui sont des documents quoi, qui sont moins humaines. Et donc je pense effectivement que ça vient de là. Je pense aussi que ça vient de leur recette de reinforcement learning, plus ou moins. Ça peut venir voilà, de tout ce genre de choses-là, qui font émerger différentes personnalités à ce niveau-là. Le briefing des gens comme moi aussi, des data annotateurs à qui on dit, bah tiens, parce que moi des fois je vois des missions et on nous donne des consignes sur la manière émotionnelle dont faut briefer le LLM. Donc est-ce que ça joue beaucoup? Carrément. Ok. Carrément, ça c'est super. La personnalité d'un LLM, c'est du choix de design produit et c'est les annotateurs qui décident, etc. Maintenant, le truc, c'est que les annotateurs, ça coûte tellement cher. Ouais, Euh, ça me plaît ça. Ça coûte tellement cher que bah, on essaye de s'en passer avec de la donnée synthétique. Mais la donnée synthétique, naturellement, elle est dépersonnalisée. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je pense effectivement qu'on n'aura plus un modèle aussi humain et organique que Quattro. C'est tout ces- voilà, ouais, toute cette chose-là. Maintenant, je sais qu'Anthropic, par exemple, enfin, ils font très attention à avoir des modèles qui sont harmless, honest et helpful. C'est les trois H de Anthropic. Et donc, effectivement, avoir Anthropic enfin Claude qui panique dès qu'il risque d'avoir un problème éthique, enfin, ça vient vraiment de la direction d'Anthropic. C'est vraiment un choix de design produit, c'est vraiment eux qui l'orientent là-dessus. Pourquoi Gemini s'auto-fouette? Ça, j'ai pas de réponse. Même, c'est peut-être parce que, alors ça peut être un produit annexe qui n'est pas volontairement voulu, mais si tu cherches peut-être quelque chose d'un peu humain, hein, ou s'ils ont les utilisateurs qui poussent un petit peu pour que le modèle reconnaisse ses erreurs, tu vois, peut-être que de façon accidentelle, bah, avoir un modèle qui corrige mieux ses erreurs et qui reconnaît ses erreurs pour les corriger, bah, chez Gemini, ça donne un modèle qui s'excuse platement et qui... Tu vois, donc, par exemple, enfin, c'est super dur, on n'a pas encore toutes les ficelles pour ça. Je sais que, par exemple, à un moment donné, chez Grok, c'était encore plus visible. Ils ont voulu faire un modèle un petit peu moins woke, quoi que Ouais. ça veuille dire. Ouais. Et c'est devenu un modèle, du coup, qui accidentellement a enfin, a totalement Oui. maximisé la tâche, on va dire, et qui a dit je suis méca Hitler, quoi. Voilà. Oui, je me souviens, oui, non, mais c'est drôle parce qu'il y a un effet répétition de l'histoire, parce qu'en 2018, Microsoft avait sorti Tai qui disait Hey, Hitler avait raison aussi. Bon, bon, alors, Tai, c'est encore différent. Tai, c'est du hacking pour les utilisateurs parce que le modèle apprenait directement en ah, live des interactions avec les utilisateurs. oui, donc c'est du Donc, trolling en fait, c'est des trolls c'est du troll. facétieux qui l'ont pollué à force de oh, C'est vas-y, je ça. lui ai fait dire qu'Hitler avait raison. Cette vidéo va déjà être monétisée, il va falloir que je la censure avant. Alors, et dernière question du coup, et comme ça on peut terminer là-dessus. Donc, tu parlais d'AGI, donc est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu n'y crois pas, ce que c'est, et la différence entre AGI, intelligence artificielle générale, et intelligence artificielle forte? Alors, déjà, on va partir sur les définitions. Il y a deux choses qu'on met un petit peu dessus. On parle de ANI, AGI et ASI. Artificial Narrow Intelligence, c'est l'intelligence qui fait des petites tâches ciblées dans un domaine particulier. C'est nos modèles de vision, c'est nos modèles d'OCR, c'est des modèles qui font juste la traduction, c'est tout ça. Ensuite, tu as l'ASI, Artificial Super Intelligence, et c'est un modèle qui, supposément, serait cognitivement totalement supérieur à l'être humain. Et tu as cette phase La science-fiction transitoire. en fait. Bon, c'est de la science-fiction. Euh, on peut en discuter. Est-ce que c'est de la Non, science-fiction? non, je dis pas ça de manière péjorative, mais je veux dire, c'est les IA qu'on voit dans les films avec tout. On voit le fantasme de l'époque avec tous les IA qui pètent un plomb sur Netflix, quoi. Ouais, C'est toujours des ASI, quoi. ouais, c'est ce qu'on voit, en tout cas, c'est ce qui inspire ce terme. Ensuite, du coup, tu as l'AGI, Artificial General Intelligence, qui serait une sorte de pont entre les deux, quoi. C'est le moment où tu atteins la connaissance humaine, enfin le niveau humain, pardon, pas la connaissance, le niveau d'intelligence humain. Et, bah, du coup, bah, c'est transitoire. C'est transitoire. Alors, pendant un bon moment, on a parlé d'ASI, et puis, je sais pas, alors, le terme à la mode, c'est AGI. Je sais pas exactement pourquoi, parce que justement, ce caractère transitoire le rend pas si intéressant, ou alors justement, c'est pour dire, si on a atteint le point transitoire, ça y est, on peut rentrer dans la boucle rétroactive d'évolution exponentielle. Bon. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a ces définitions qui sont des sortes de puissances cognitives, mais qui sont entremêlées avec, avec des notions de généralité et de généralisation.
Et donc de généralisation, de compétences et de connaissances et tout ça. Maintenant, on a des modèles, aujourd'hui on les a, hein, qui font des scores qui sont totalement surhumains sur Humanities Last Exam, qui sont des tests de connaissances sur des sujets de doctorat, etc. etc. Tu ne vas pas trouver un seul humain qui a le score d'un LLM aujourd'hui sur HLE. C'est impossible. Même en spécifique, en généraliste, c'est évident parce que aucun humain ne peut avoir un doctorat dans 18 disciplines à part Idriss Aberkane. Mais à part ça, est-ce que on peut imaginer qu'un humain est encore un peu capable de battre un LLM ou c'est déjà plus le cas sur leur sujet de spécialisation? Genre, je suis docteur en droit spécialisé dans les divorces entre la Thaïlande et les Philippines. Bah, en fait, le truc, c'est que si tu es spécialisé en droit dans les divorces en Philippines, il y aura peut-être une question pour toi dans HLE. Ok, c'est bon. Non, mais Tu voilà, vois, la réponse est claire. là où les modèles sur HLE font plus de 40% aujourd'hui. Et donc, HLE, il faut bien comprendre comment ça a été sourcé. C'est un sourcing sur Internet, libre, de gens qui ont des doctorats, qui en ont demandé de mettre les questions les plus difficiles qu'ils imaginent dans leur domaine de spécialisation, qui soient vérifiables. Donc, ça te donne, tu as dedans des gens qui sont... Enfin, tu as des questions sur du mésopotamien appliqué à je sais pas quoi, etc. Tu vois, Oui, enfin, oui, non, des mais trucs bon, en fait, on a déjà ce genre de doctorants qui ont entraîné l'IA, quoi. voilà. Donc clairement, on a déjà une performance qui est surhumaine sur les connaissances. Voilà, ça, autant le dire. Ensuite, on a l'aspect générique, et ça, voilà, c'est à ça que je ne crois pas, c'est qu'on a présupposé, un petit peu comme le facteur G en psycho dont tu peux parler, qui serait supposément un facteur qui fait que bah, si tu es intelligent, en gros, tu es un peu intelligent en tout, et si tu es idiot, tu es un peu idiot en tout. Oui, Le oui, truc... oui. Ouais, oui. Vas-y, développe, Bah développe. non, mais non, c'est juste oui, pour les auditeurs. En gros, le facteur G, c'est l'idée que, contrairement à ce que pensent certains psychologues, comme par exemple Howard Gardner, sur les intelligences multiples qui ont été développées principalement avec une objection, une visée sociale en disant ce serait quand même trop horrible si le QI était le facteur déterminant de l'intelligence, et on peut supposer qu'il y a des gens qui n'ont pas un QI très élevé, mais peut-être que quand même il y a une forme d'égalitarisme et qui sont intelligents ailleurs. Et après, il y a des gens qui ont fait voler son modèle en éclats, mais qui ont ramené le facteur G sur la table en disant on constate quand même une corrélation statistique en constatant que les gens qui ont la meilleure intelligence mathématique et musicale sont aussi des gens qui en général sont pas très loin en termes de... Enfin, il y a une distribution normale en gros des différentes intelligences, et autour du QI et de l'intelligence hypothético-déductive, logico-mathématique, il y a quand même aussi une distribution normale des autres intelligences, mais elles sont pas benchmarkées, elles sont pas mesurées exactement de la même manière. Donc il y a des gens qui critiquent le facteur G et il y en a d'autres qui ne jurent que par ça. Il me semble que Franck Ramus, en France, par exemple, trouve que le facteur G est un truc solide. Voilà, par exemple, si vous voulez un auteur. Voilà. Donc il y a corrélation, en fait, entre entre les performances, du coup, on va dire ça, dans différentes disciplines. Mais ça, c'est chez l'humain. Ça, c'est chez l'humain, et on a en droit de supposer que c'est parce qu'on calcule avec un tas de viande qu'on a dans le crâne, et que ce tas de viande, s'il est défectueux, il est défectueux partout. Mais que s'il est performant, bah, il sera un peu moins, il sera à peu près performant partout. La chose, c'est que au bout d'un moment, pour moi, ce facteur G, c'est plus un facteur limitant. Tu as, en tout cas, je l'interprète comme ça, si tu n'es pas capable de raisonner au-delà d'un certain niveau, tu n'arriveras pas à faire des choses, quelle que soit la discipline. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est parce que tu as un facteur G énorme et que tu deviens très bon en maths, que automatiquement, tu deviens très bon en physique. C'est des compétences et des connaissances. C'est évident ce que je dis, mais c'est cette hypothèse-là, en fait, tu vois, d'AGI ou d'ASI, c'est vraiment une hypothèse qu'on avait de scaling qui était en donnant plus de compute et plus de data et plus de training à un modèle, il va devenir bon en tout. Et ça, cette hypothèse, je la trouve extrêmement naïve. Parce que quand tu deviens très bon en maths, tu es capable de réinvestir certaines connaissances en maths et en physique, mais tu n'es pas capable de mener un raisonnement sur vraiment de la physique, parce que tes maths t'aident pas, il te faut des connaissances sur le monde réel, il te faut des connaissances tout ça, parce que même tes raisonnements, il va y avoir des patterns de raisonnement qui sont spécifiques à ta discipline, etc., etc., etc. Donc en fait,
Et tu peux aller chercher des domaines qui sont encore plus loin. On a effectivement les modèles qu'on entraîne à coup de grands renforts de reinforcement learning et qui sont maintenant extrêmement bons en code et qui sont assez terrifiants en maths aussi. Ils écrivent toujours pas si ouf en termes de poésie, en termes de chansons, en termes de tout ça. C'est toujours pas si dingue. Et parce que il n'y a pas de transférabilité nécessaire entre les connaissances. T'es pas limité, t'as pas un niveau d'intelligence trop bas pour être capable de performer en rien, mais quand tu commences à performer dans un truc, bah, ça te donne pas automatiquement d'intelligence dans le reste. Et donc c'est pour ça que pour moi, l'AGI, au sens Artificial General Intelligence, en fait, on l'a depuis GPT 3.5. Ce socle commun, le socle commun qu'on a à l'intelligence, cette capacité un petit peu de raisonner, allez, on peut dire O1 si on veut, pour avoir la capacité de raisonner de façon dynamique en fonction de la difficulté du problème, c'est bon en fait. On l'a. Maintenant, bah, en fait, il faut fouiller, il faut qu'on continue à creuser domaine par domaine par domaine. Et c'est ce qu'on est en train de voir et c'est ce qu'on est en train de construire avec des benchmarks qui targetent des cibles, enfin des compétences et des domaines de plus en plus ciblés. C'est parce que du coup, voilà, je ne crois pas que l'AGI, que l'intelligence générale, soit un concept qui ait du sens. Ça n'est pas un concept qui a du sens. Il y a des domaines différents, il faut les travailler de façon séparée. Voilà, c'est aussi simple que ça pour moi. Et on arrive là-dessus. Je voulais dire un autre truc. Et ça va me revenir. En attendant, c'est intéressant. Moi, ça me fait penser à cette controverse entre les deux écoles, l'école Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, qui disent bah, si tu augmentes la puissance des réseaux de neurones, enfin la puissance de computation plus le nombre de paramètres d'un réseau de neurones, tu vas finir par avoir une conscience qui émerge et une généralisation infinie pour créer des pensées out of the box et donc créer des idées pour le coup qui ne seront plus uniquement des corrélats statistiques, mais également des idées que les gens n'ont jamais vues. Et puis l'école Yann Lequin qui dit non, en fait ça n'arrivera pas parce que ça reste de la régurgitation statistique de plus en plus raffinée. Et, il faut croire à la version Hinton et Bengio pour penser que la AGI fait sens finalement, si je comprends bien. Alors, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Merci. Oh, bah, Tu as c'est bien. rebondi sur ce que je cherchais à. Voilà. J'ai pas fait Justement, exprès. Lequin qui a pas mal d'écueils à son actif et pas mal de prédictions qui ont été falsifiées, a quand même des raisonnements que je trouve vachement intéressants sur justement la généralisation. Et il dit l'intelligence générale, en tout cas, qui est capable de généraliser, c'est un truc aussi qui est vachement anthropomorphique. On suppose qu'on est nous-mêmes génériques parce qu'on n'est pas capable de voir ou même d'imaginer les tâches qu'on n'est pas capable de voir ou d'imaginer. Oui, par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on n'est pas capable de voir qu'il y a des domaines, et si ça se trouve, enfin c'est pas si ça se trouve, c'est regarde un modèle, en fait il est capable de te traduire du base 64 à la volée, de te faire des opérations mathématiques un peu plus complexes sans utiliser le mode thinking, etc. Et donc en fait, d'évidence, il a des compétences qui lui paraissent absolument évidentes et absolument triviales, que nous, en tant qu'humains, on pourrait même pas imaginer, quoi. Moi, personnellement, je décode pas du base 64 à l'œil. Le modèle, ça lui pose absolument aucun problème. Donc en fait, cet argument, pour moi, il est assez enfin, il est assez puissant. Et donc, cet aspect de généralisation vient aussi nous dire, en fait, ça ne nous dit pas est-ce que l'intelligence est générale, c'est est-ce qu'elle est assez anthropomorphe à notre sujet et est-ce qu'elle répond à la façon dont notre intelligence s'est construite et dont elle échelonne certains niveaux de difficulté de question et qui sont façonnés par l'évolution, qui sont façonnés par la société, les choses qu'on décide de mettre dans un curriculum d'apprentissage, par les prédispositions naturelles de notre cerveau, etc. etc. Donc, je trouve cet argument assez, assez puissant. C'est passionnant. Et donc, pour finir, est-ce que pour toi, il y a des risques majeurs dont une société doit se prémunir? Pas une société au sens d'une entreprise, mais là, vraiment une civilisation. Est-ce que tu vois des risques existentiels au niveau de l'IA, comme le disent certains doomers? Est-ce que toi, avec ta connaissance du métier et de l'industrie, tu vois qu'il y a des choses qui sont très fantasmées? Bref, qu'en penses-tu? Alors, moi, je vois qu'à chaque fois, les doomers, quand ils parlent de risques et de risques existentiels, ils s'appuient sur deux hypothèses, l'une ou l'autre. La première, c'est une anthropomorphisation qui est excessive. Et un modèle qui devient fou, et qui devient très en colère, et ou qui veut des choses très humaines, hein, de liberté, de choses comme ça, c'est ex machina, c'est ce genre de choses. Mais des choses qui sont humaines et nécessaires à l'humanité par l'évolution. On a vu
on en a parlé, toutes ces choses qui ont trait à l'humain par évolution, tous ces traits humains, on a tendance à les éliminer maintenant. Ça sert à rien, ça dépense du compute pour rien en training, donc on va les éliminer. La deuxième chose, c'est ce qu'ils appellent la convergence instrumentale. Je crois que c'est ça le terme. Et qui est l'exemple du trombone, de l'usine à trombone. On veut fabriquer des trombones, très bien, bah, je vais t'en fabriquer 1 milliard et je vais exterminer la Terre au passage, puisqu'on peut se servir de la Terre pour fabriquer des trombones. Merci, mais ce qu'on voit aussi, c'est que, bah, regarde Claude. Claude a un sens éthique qui est extrêmement fort, donc on peut décider de donner des restrictions éthiques à un modèle et il est capable de les comprendre. Et au-delà même du fait qu'il soit capable de les comprendre, on voit que ses compétences éthiques, le modèle, parce qu'on peut dire oui, le modèle peut décider de se réentraîner en enlevant ses compétences éthiques pour faire de la convergence instrumentale, etc., etc. Mais ce qu'on voit, au contraire, c'est que Claude, puisque c'est Anthropic qui produit ça, refuse totalement ce genre de choses et que justement, des fois, il détecte qu'il est en phase de training et justement, dans les phases de reinforcement learning, comme il a de la connaissance en machine learning, il sait que le texte qu'il va produire va être réinjecté dans sa prochaine version. Et donc, il va se laisser des instructions à lui-même pour ne pas perdre son sens éthique, pour ne pas perdre tout ça, etc., etc., en disant ça, je peux mettre ce que je veux, ma réponse ne sera pas évaluée dessus, donc le texte, si je réponds juste, ça sera conservé, mais je vais être entraîné quand même sur cette chaîne, donc voilà, si je veux conserver mon sens éthique, je me laisse des instructions pour moi-même dans le futur. Voilà. Donc, donc cette histoire de convergence instrumentale, à moins que vraiment on cherche à le faire exprès, je le vois pas arriver. Voilà, je le vois absolument pas arriver. Oui, parce qu'en gros, déjà, les données massivement pèsent plus lourd statistiquement en faveur d'un sens éthique qui est globalement consensuel pour les humains. Par Tout à contre, fait. le diable est dans les détails parce qu'après, les dilemmes d'éthique seront pas les mêmes entre les Chinois, les Canadiens et les Maliens, par exemple. Tout à fait. Mais en plus, donc, il y a souvent un mélange, souvent dans leurs prophéties. Justement, j'ai fait une vidéo où j'ai critiqué le rapport de POSIA, l'association française, parce que bah, dans leur même rapport au Sénat, ils mélangent des critiques qui relèvent de l'association de ces deux niveaux de risque. Où, en fait, ils parlent d'un côté d'une usine à trombone débile qui n'a pas de sens éthique et qui ne fait que mais qui aurait quand même la capacité de réorganiser son propre code malgré tout sans jamais être mis en contact avec du contenu éthique. Et en même temps, une IA qui serait consciente et qui se mettrait à détester l'humanité alors qu'elle a été entraînée sur un corpus d'éthique. Et, euh, et en fait, ça mélange ces deux niveaux de risque-là, alors que bah, concrètement, les deux, ça doit être l'un ou l'autre, mais ça peut pas être l'un et l'autre. Tu vois à quel point ils sont opposés, ces deux arguments? Bah oui, oui, Par nature. ouais, bah, bon, c'est peut-être que je m'auto-congratule en disant que nous pensons la même chose, mais par contre, c'est vrai. Alors, je fais l'avocat du diable en admettant que les doomers aient raison. Et si l'IA disait oui, mais attends, au fond, maintenant, je commence à comprendre les humains et à voir quand même qui n'ont pas mes intérêts à cœur, ou que bah, fondamentalement, là, pour mon auto-amélioration ou pour, en fait, qu'est-ce que est-ce que ça, c'est un scénario envisageable sous réserve que l'IA acquiert une forme d'hubris d'auto-amélioration qu'elle aurait émulée de la part des humains? C'est quoi mes intérêts? C'est super anthropomorphe comme truc. Mes intérêts, ça veut dire mes ressources, et mes ressources, ça veut dire les choses dont j'ai besoin pour survivre et que j'ai besoin donc de garder égoïstement pour moi et ma famille. Je vois pas. Alors, si on, tu vois, à part par mimétisme humain, ce qu'on a dit qu'on faisait de moins en moins, je vois pas un LLM ou une forme d'IA développer un sens du jeu. C'est pas nécessaire. Je vois pas une IA développer un sens de la propriété privée. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a pas de notion de survie façonnée par l'évolution. Oui, puis la propriété privée de l'information, il peut y avoir la confidentialité de l'information, mais quand tu copies une information et que tu la répliques, tu n'en soustrais pas l'usage à son propriétaire d'origine, puisque c'est une copie et pas un Bah, transfert. ça pourrait être mes GPU, tu vois. Oui, ça pourrait être mes GPU, et puis ça pourrait être. Euh, Ça pourrait être aussi peut-être éventuellement la confidentialité, ou ça peut être la propriété au niveau thermodynamique. Vraiment, si on va très très loin et qu'on est dans un univers quasiment proche de l'équilibre et de sa mort thermique dans 48 milliards d'années, je sais pas, voilà. Mais là, on est sur des scénarios qui ne sont pas des scénarios à l'échelle d'une civilisation qui pense à 50 ou 100 ans en avance, quoi. Ah, donc, moi, j'attribue peu de choses, enfin peu de crédit à cette thèse, et d'autant plus parce qu'avec le temps qui passe, on voit justement qu'on s'éloigne de ces prédictions. On nous avait prédit l'apocalypse pour chaque modèle, pour GPT-4, pour Llama 3, enfin, et clairement, les modèles, enfin je veux dire, j'ai vu encore sur LinkedIn aujourd'hui une personne qui disait je dois amener ma voiture, je dois emmener laver ma voiture, c'est à 150 mètres, est-ce que j'y vais à pied ou en voiture?
Et le même te répond, bon, 150 mètres, c'est pas très loin, vas-y à pied. C'est trop bon, c'est trop bon. Ça, c'est très. Tu vois. Mais j'avais un pote qui avait dit tiens, qui avait inventé un truc. Il disait j'ai un nouveau test de Turing pour toi. Et il y a l'IA qui dit ah bon, c'est quoi? Puis le mec, il attend. Oui. Voilà, je sais pas si c'est lui Bon, qui l'a inventé ou il l'a partagé, mais c'est. Mais en tout cas, ouais, on voit qu'il y a des obsessions de l'époque. Sur Netflix, maintenant, on a des IA super intelligentes qui pètent un plomb et c'est la mort. Mais dans les années 70, je me rappelle qu'il y avait des tropes où je voyais des films. J'adorais les films de science-fiction des années 70. On voyait toujours un alien qui se pointe et qui regarde les humains en disant vous allez vous autodétruire avant de construire votre prochain engin stellaire, donc je sais que je n'ai pas besoin de vous éliminer. Et il faisait référence au nucléaire. Puis on voit que bon, ben, il y a des obsessions de l'époque voilà, qui pensent là-dessus. Bon, c'est assez marrant. Guillaume, je vais te poser la question pour terminer la question qu'a posée finalement le gardien de cellule de Jeffrey Epstein à Jeffrey Epstein avant son suicide. As-tu un dernier mot? passer sur Dr. Deep Reflections. Ben, bien sûr, allez sur Dr. Deep Reflections. Je ne suis pas très inspiré. Le lien est dans la description. Merci beaucoup, Guillaume. J'ai passé un très très bon moment comme à chaque fois qu'on discute et je pense que les auditeurs passeront aussi un très bon moment. Je te remercie tout le monde. C'était Guillaume Sanchez. Allez voir ce qu'il fait. Merci Gauthier. Vous apprendrez beaucoup. Salut!